Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette conférence ou rencontre autour des pêcheurs de perles, opéra pas tellement souvent joué dans son ensemble, c'est-à-dire on connaît certains airs, un duo, deux duos même, mais la totalité de l'œuvre est rarement jouée. Et c'est un plaisir de vous présenter, je dirais, de nouveau Vincent Boussard, que vous connaissez, qui a déjà réalisé dans cette maison une production de Louise, de Charpentier et de Hamlet d'Ambroise Thomas. Je dirais, il est presque abonné aux œuvres françaises rarement jouées. Et il sera interviewé, son partenaire dans le dialogue sera quelqu'un que vous connaissez aussi très bien, le journaliste Guy Wach. Merci Marc Clémer. Merci d'être là. On va passer, si vous le voulez bien, 1 heure à parler des pêcheurs de perles, à parler de la façon dont une œuvre se crée. Les pêcheurs de perles démarrent, la première c'est demain soir, et puis ensuite il y a des représentations jusqu'au début du mois de juin. Pour en parler donc Vincent Boussard, qui a commencé sa carrière au Studio Théâtre de la Comédie Française, et puis ensuite vous êtes consacré essentiellement à l'opéra. Vous avez mis en scène des pièces, alors pas seulement françaises, hein, vous choisissez un petit peu tous azimuts, mais un petit peu partout dans le monde, au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, à Innsbruck, à Baden-Baden, à New York, au Festival d'Aix-en-Provence. Bref, vous montez des spectacles d'opéra un petit peu partout dans le monde. Quand on lit votre parcours, on se dit quand même, c'est pas mal, c'est un parcours parsemé plutôt d'étoiles que d'embûches. Vous diriez, il y a une patte, Vincent Boussard? Oh, c'est très difficile de répondre à cette question. Les parcours professionnels sont très chaotiques et même, je veux dire, sont le résultat de rencontres elles-mêmes un peu hasardeuses. Si j'essaye de définir mon travail peut-être en un mot qui est de m'inspirer sans cesse essentiellement de la musique et de rendre à la musique toute sa puissance théâtrale. Bon, cela dit, une fois qu'on a dit ça, on n'a encore rien fait. Mais voilà, mon obsession peut-être serait celle-ci. Et alors, quel que soit le répertoire, effectivement, j'ai la chance de pouvoir aborder un répertoire très éclectique, de l'opéra vénitien début 17e jusqu'à la scène contemporaine. Mais dans tous ces répertoires-là, mon obsession reste la même. C'est de donner à la musique sa force théâtrale et de la développer dans ce sens. Qu'est-ce que vous connaissiez des pêcheurs de perles avant de monter cet opéra ici? Quelques airs, j'imagine. Oui, quelques airs. Est-ce que c'était plus? Non, j'en avais... Bon, il se trouve que j'ai mis en scène Carmen il y a 3 ans ou 2 ans et demi maintenant, donc à l'occasion de ce travail, j'ai travaillé sur Bizet. J'essaye toujours, quand je travaille sur une œuvre, d'essayer de comprendre un petit peu d'où ça vient, vers où ça va. Les pêcheurs sont une œuvre très très importante dans la vie de Bizet. C'est la première grande œuvre à laquelle il se confronte. Il a 24 ans quand il se voit offert cette possibilité. Et c'est la première fois qu'il a traité un sujet sur un format important, une grande œuvre en 3 actes, à cet âge. Donc bon, dans le parcours biographique qui nous emmène à la Carmen, qui va terminer sa vie un peu de manière prématurée, c'était un passage obligatoire. Donc je me suis intéressé à cette œuvre-là à ce moment-là, mais sans imaginer une seconde que l'Opéra du Rhin me ferait cette agréable invitation. J'en connaissais bien évidemment l'air de Leila, très connu, et le duo des deux garçons du premier acte, qui sont des tubes qu'on écoute et qu'on entend à la radio régulièrement. Et puis finalement, j'avais un peu la crainte, je dois vous avouer, quand on m'a fait cette proposition, de me retrouver face à une œuvre qui ne se réduirait qu'à ça, à un grand air, un grand duo, et à l'étudier de près. Plus attentivement, je me suis rendu compte qu'il y avait, même si la forme reste encore parfois un peu mystérieuse, il y a à l'intérieur de cette œuvre de quoi vraiment développer un grand spectacle de théâtre. L'ambition de Bizet est tout entière portée vers le théâtre. Saint-Saëns le cite dans une de ses correspondances, dans ses mémoires, et il dit, Bizet disait qu'il avait une obsession du théâtre, que hors du théâtre, il ne pouvait pas se réaliser. Il a
on le sait comme compositeur, il a porté toute son énergie, sa somme de travail à ce rêve-là, ce rêve d'être reconnu comme un grand compositeur pour le théâtre. Et cette première œuvre-là pose les bases de ce théâtre qu'il va inventer. Alors aujourd'hui, quand on parle des pêcheurs de perles, on l'évoque gentiment, on se dit, bon, c'était de la musique pour nos grands-mères. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand l'œuvre est créée au théâtre lyrique, les gens sont très, très décontenancés. C'est un langage très moderne pour eux, c'est une chose qui sort des sentiers battus. Il invente une forme, c'est pas vraiment du grand opéra comme on le fait à l'Opéra de Paris, c'est pas non plus de l'opéra comique, même si dans les balbutiements du départ du travail, il avait imaginé d'épouser la forme de l'opéra comique, c'est-à-dire d'insérer des dialogues parlés entre les numéros musicaux. Il a cherché comme ça une forme, et les gens étaient assez décontenancés, et aussi, bien sûr, par la texture musicale qui offre des couleurs. Et c'est une œuvre qui est vraiment à la rencontre de toutes les influences telles qu'elles se révèlent à Paris à cette époque-là. C'est-à-dire on n'a pas encore oublié l'héritage et le grand opéra, le chemin du grand opéra ouvert par Meyerbeer. On a déjà des influences germaniques, on a aussi des influences italiennes, verdiennes, on a aussi... Bon, c'est un moment passionnant dans l'histoire de la musique que ces années 60, 1860. Et il se trouve vraiment au confluent de ça. Il ne faut pas oublier non plus qu'il vient de passer 2 ans à Rome, à la Villa Médicis, où il a pu se confronter au répertoire italien aussi, et pas simplement italien, parce que la Villa Médicis est riche d'une bibliothèque incroyable. Il a ici travaillé Bach, il a relu... Bon, voilà. Donc on a affaire à l'œuvre d'un monsieur qui est en ébullition, au confluent comme ça de plein d'influences, et qui cherche un langage personnel. Il ne cherche pas à faire à la mode d'eux, ou à copier un tel, même s'il est très influencé par ses maîtres, notamment Gounod, qui n'a de cesse de le conseiller pendant toute la genèse de l'œuvre et de la construction. La correspondance entre les deux compositeurs en témoigne, et est riche de beaucoup d'enseignements d'ailleurs sur l'œuvre. Mais il y a un vrai désir d'affirmer un langage personnel. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, un langage qui a un peu décontenancé. Les gens ont placé ça au niveau d'une vraie création moderne et avec un nouveau langage. Je ne me souviens plus de votre question. Alors, c'était ce que vous connaissiez de cette œuvre avant de commencer à travailler dessus. Visiblement, vous avez beaucoup travaillé dessus. Donc les gens sont décontenancés, mais par quoi? Par la musique, par le texte? Je pense essentiellement par la proposition musicale, et aussi sans doute, et ça a été parmi les remarques qui ont été faites, attention, quand on parle des remarques qui ont été faites, des traces que nous gardons de ça, ce sont essentiellement les traces journalistiques et les traces des proches de Bizet qui ont témoigné dans leur correspondance avec le compositeur. Donc ces gens qui sont des observateurs aguerris de la situation musicale de l'époque. Je crois qu'il y a une des choses qui a un peu décontenancé, c'est, je pense, l'écart qui existe entre la richesse musicale, la complexité du tissu musical et l'extrême simplicité, voire d'autres ont été beaucoup plus sévères que moi et ont parlé de stupidité, du livret. Ça aussi, je pense que ça a été un facteur peut-être de déstabilisation. Mais je pense que l'essentiel de l'impact de l'œuvre réside dans la nouveauté musicale qu'il imprime et dans ça c'est une qualité extraordinaire de Bizet, sa capacité à rendre dramatique les instants et les situations les plus fragiles, les plus ténues, les plus académiques, on va dire. Et chez un jeune homme de 24 ans, c'est-à-dire qui n'avait jamais composé d'opéra, il a fait un petit Docteur Miracle, une pièce à la manière une pièce de 45 minutes à la manière d'Offenbach pour un concours qu'Offenbach avait fait. Mais bon, on ne peut pas considérer qu'il y ait une œuvre avant les pêcheurs. Sinon, des choses un peu pastiches comme ça, simplement.
Et il y a un sens absolument aigu de la situation théâtrale, de la situation dramatique et de l'expression du drame. Et peut-être que ça aussi, c'est une chose qui a déconcerté, parce que ça offre un impact, il y a un impact dramatique très très fort à sa musique. Et il y a un mélange extrêmement contrasté entre des choses qui sont de l'ordre de la romance, des choses qui sont de l'ordre de la rêverie, et puis des situations, je pense, par exemple, à un duo entre Djurga et Leïla, des situations de conflit dramatiques très très fortes qui renvoient presque à des choses dont Marc faisait référence tout à l'heure à Hamlet, mais à des scènes de déchirement entre Hamlet et sa mère. Bon. Et un langage qui est presque verdien par moments et en même temps presque transparent par d'autres moments. Voilà, je pense que le rapport de contraste qui réside dans cette œuvre qui finalement est très courte, parce que ici le spectacle dure 2h20 avec entracte. Donc on va très très vite dans cette œuvre-là, on ne s'éternise pas et les choses se confrontent avec, les couleurs différentes se confrontent avec violence. Et je trouve que c'est une des grandes qualités dramatiques de l'œuvre. Quand vous parliez tout à l'heure du livret, c'est vrai que le livret a la réputation d'être très simpliste. 2 hommes, une femme, ils aiment la même femme. L'un est porté aussi vers le pouvoir, l'autre se consacre davantage à l'amour, ils sont amis. Ça a l'air effectivement d'être quelque chose de très simple. En général, ça se passe sur une petite plage, quelque part loin d'ici. C'est souvent un spectacle qui est un petit peu kitsch. Alors c'est l'image qu'on peut avoir des pêcheurs de perles, avant d'avoir vu cette version-là, qui est différente. Je ne sais pas comment on va faire pour vous dire ce qu'il y a dedans sans vous le dire, parce que ce serait dommage de vous le dire, mais vous vous êtes dit, dès le départ, c'est pas possible que dans le livret il y ait aussi peu de choses. Alors, les librettistes eux-mêmes, vous l'avez dit, avaient contribué à la mauvaise réputation de leur livret. Ils avaient dit, quand ils ont entendu pour la première fois le travail de Bizet, ils ont dit, si on avait su à quel musicien on avait affaire, on lui aurait donné un autre livret. On aurait travaillé davantage. Donc eux-mêmes, voilà. Et sachant tout ça, vous vous êtes dit, c'est pas possible que Bizet ait travaillé pendant des années sur un texte qui serait stupide. Vous êtes mis à chercher des choses. Oui, bon, il y a plusieurs choses. D'abord, simpliste, on peut appeler ça simpliste, on peut aussi appeler ça archétypal. Nombre de grandes œuvres qui traversent notre civilisation contemporaine de Eschyle à aujourd'hui sont basées sur des archétypes très simples et qui sont revisités époque après époque. Chaque époque y ajoutant ou son anecdote dans le pire des cas, ou son nouvel éclairage dans le meilleur des cas. Moi, j'ai plutôt considéré quand j'avais affaire à un trio archétypal plutôt qu'à une bleuette simpliste. Bon, effectivement, il y a une chose qui est un peu compliquée pour nous aujourd'hui, qu'il est difficile de traiter sur la scène. C'est le rapport à l'exotisme, à cette folie orientale, de l'orientalisme comme ça qui s'est emparé du 19e siècle, qui a perduré jusqu'au début du 20e siècle, hein, jusqu'à Salomé de Strauss, hein, 1903 je crois. Et cette chose dont on a du mal à se défaire. On ne sait pas très bien quoi faire de cette histoire d'Orient. Alors ici, en ce qui concerne les pêcheurs de perles, c'est censé se passer, disons, le livret déclare explicitement que ça se place sur une plage à Ceylan. Qu'est-ce que Bizet sait de Ceylan? Rien. Qu'est-ce qu'on sait de l'Inde au milieu du 19e? On en connaît quelques photos magnifiques. On a redécouvert récemment les photos de Felice Roman, de Beato Felice, ce grand photographe italien qui avait parcouru l'Inde, le Japon, dont Puccini avait s'est sans doute inspiré aussi pour sa connaissance du Japon pour Butterfly. Bon, donc on ne connaît pas grand-chose, on en saisit peu de choses. Et finalement, le recours à l'orientalisme, c'est une opération qui consiste à prendre de la distance vers un monde rêvé, dont on a finalement peu d'éléments, afin de mieux parler de soi-même. C'est un effet d'éloignement pour finalement ne parler de soi. Et une fois qu'on se rend compte de ça, effectivement, on se dit, les pêcheurs, le sujet des pêcheurs, c'est pas du tout le sujet d'une troupe de pêcheurs qui va prier, ou qui fait venir une prêtresse pour prier, et afin qu'ils puissent aller chercher la perle et échapper aux orages qui pourraient être dangereux. Bon, ça c'est absolument pas ça le sujet. Le sujet, c'est finalement la difficulté qu'un homme a
vivre son engagement amical, son engagement amoureux, et quand ces deux choses-là se télescopent, ça renvoie à des passions les plus brutales, les plus violentes, et comme vous l'indiquiez à l'instant, se greffant là-dessus, la question du pouvoir, la question du contrôle des choses. D'ailleurs, je me suis rendu compte, j'ai évacué de manière définitive cette question orientale le jour où je me suis rendu compte, en lisant la correspondance entre Gounod et Bizet, que Bizet avait d'abord décidé de situer l'œuvre au Mexique. Et il a composé le début du premier acte, dont le premier air du ténor, dans un contexte mexicain. Donc c'est pour ça que c'est un air qui parle d'un garçon qui revient de la savane, des forêts, le coureur des bois et tout ça, mais c'était un trappeur, tout simplement. Donc ça n'avait rien à voir avec l'Inde. On sait aussi qu'à l'époque, au moment où Bizet compose, un des grands romans qui fait fureur à Paris s'appelle Les Brahmines et se passe assez lent. Et bon, voilà, il y a une espèce de contexte comme ça d'une vogue pour ces sujets-là. Il s'est emparé sans doute de cette chose-là, mais sans trop savoir où aller, parce qu'on a des témoignages comme ça qui nous racontent qu'ils ne savaient pas très bien, et les librettistes en premier ne savaient pas très bien comment finir tout ça. Et quelle fin donner à l'œuvre, hein, au moment où ils étaient en train de l'écrire, et ils s'en sont ouverts à M. Carvalho, qui était le directeur du théâtre lyrique, qui avait donc commissionné tous ces gens-là, et qui, agacé par toutes ces questions, leur a dit « mais foutez-moi ça au feu ». Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un incendie à la fin pour résoudre le problème. Donc voilà, bon, ce sont une série d'anecdotes qui ne sont pas forcément révélatrices de l'engagement créateur de Bizet, évidemment, mais ça raconte finalement combien le livret et le contexte est un prétexte, finalement, pour parler de différentes choses. Mais il est clairement, il m'apparaît très clairement que le vrai sujet des pêcheurs de perles, c'est pas l'Inde et c'est pas Ceylan. Je dis ça après avoir beaucoup tourné autour. Je me souviens, les premiers mois de travail, je cherchais, je dis mais comment raconter cette Inde-là aujourd'hui, comment... Alors je revoyais ces images extraordinaires, je me suis beaucoup documenté sur, peut-être vous connaissez ces chantiers de déconstruction navale qu'on trouve justement à Calcutta. Calcutta est une baie extraordinaire où des bateaux entiers peuvent s'échouer, comme ça. Et ce qu'on appelle les shipbreakers sont des populations ouvrières indiennes très très pauvres et qui démontent petit bout par petit bout des énormes containers. Je me dis, il y a peut-être quelque chose là à trouver pour trouver une résonance. Et puis finalement, je me suis dit, tout ça ne nous mène pas très loin, puisque c'est une fausse route, puisque finalement le sujet, c'est pas celui-là. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut aller plus loin pour vous laisser la surprise. Peut-être sachez simplement que les pêcheurs sont habillés par Christian Lacroix. Ça vous donne une petite indication sur la façon dont ils sont traités. Enfin, moi, j'étais content à la Générale hier soir d'avoir cette surprise-là. Voir à quel pêcheur on avait affaire. De ne pas situer l'action sur une page de Calcutta ne dit pas qu'on se désintéresse du fantasme indien, ou de la chose comme ça. J'essaye de l'inclure, de rendre compte quand même de cette dimension-là. Il y a une chose très très en vogue au milieu du 19e, à laquelle Bizet personnellement participe avec énormément de plaisir, non seulement à Paris, mais également à Rome, qui sont des sortes de soirées postiches masquées. Quand je dis postiche, c'est des rendez-vous où on se retrouve autour d'un même piano. Bizet, qui est sans doute le plus grand pianiste de sa génération. Je fais juste une digression pour dire que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Liszt lui-même qui le dit à une soirée chez Gounod, où Liszt est là et joue un peu de sa musique. Bizet, qui est comme vous, auditeur, se lève, est invité par Gounod à aller au piano, à restituer peu de choses près, et à première écoute, il donne comme ça ce que Liszt joue. Liszt, éberlué, va chercher une partition, la lui met dessus, et à première vue, il la lit intégralement sans faire une faute. Après quoi, Liszt l'arrête en disant il n'y avait que 2 personnes capables de jouer ça, c'est Liszt et moi-même, et Van Bülow. Maintenant, nous sommes 3. Et on a affaire vraiment à un garçon qui... Je dis un garçon parce que là, il a 20 ans hein, quand ça se passe. On a affaire à un jeune homme extrêmement brillant, extrêmement talentueux, qui pourrait être une sorte de Mozart de sa génération, voilà, et qui s'amuse dans toutes ces soirées à aussi montrer ce talent-là. Et on a affaire, voilà, je reviens
où je voulais en venir, à ces soirées qui sont où on s'amuse beaucoup à pasticher les œuvres des grands compositeurs qui se jouent sur les grandes scènes, et alors on en fait des versions comiques, on va dire, réduites en une demi-heure, et on se moque, on change le texte, et on se déguise, et on se... Bon, voilà. Il y a aussi un goût du déguisement, un goût de l'Orient et du déguisement qui se retrouve. Donc j'essaye de rentrer dans l'œuvre aussi par ce biais-là, par le biais festif. Et puis vous avez trouvé une clé, en tout cas c'est une proposition que vous faites de lecture, qui permet aussi d'aller beaucoup plus loin, qui permet de poser la question, qui met en abîme la création artistique, le créateur. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment peut-il continuer à maîtriser son œuvre et ses personnages? Enfin, c'est une lecture qui est particulière et qui va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait attendre en général de ce livret, mais peut-être qu'on ne va pas aller davantage là sur l'histoire pour que vous puissiez le découvrir. On va parler peut-être plutôt des personnages, ce qui est une autre façon de parler de l'histoire. Il y a 3 personnages principaux. Il y a celui qui se fait élire roi, qui est possédé par le désir de pouvoir. Il a vraiment besoin de dominer. Quand le peuple l'élit, il demande de faire jurer, mais vous m'obéirez bien en tout le temps. Enfin, il a vraiment envie de ça, de dominer. Il y a son ami, son ancien ami d'enfance, Nadir, qui est quelqu'un de plus lumineux, peut-être plus simple, je ne sais pas comment vous les voyez. Et puis il y a bien sûr Léla. Alors en parlant dans cet ordre-là, peut-être des 3 personnages, Zurga, c'est effectivement c'est un être humain, il le montre tout au long de la pièce, mais il a absolument besoin de contrôler. Je dirais plus que de dominer, c'est un désir de puissance qui s'exprime. On a affaire à un personnage qui sans embâge, raconte ce désir de puissance presque sans limite, qui a à voir avec un désir de contrôle et de tout ça. Bon. Zurga est le personnage dans lequel s'incarne le drame. C'est-à-dire, c'est celui qui est en prise avec ses passions, et qui est le plus tourmenté, le plus malmené pendant toute l'œuvre. Les 2 autres sont comment dire, un peu plus iconiques. Ce sont comme 2 grands pôles comme ça, qui vont se rejoindre de manière inéluctable. Et au milieu dans ce champ magnétique, là, se débat ce personnage qui justement désirerait contrôler tout ça et qui c'est pas révéler grand-chose que de dire qu'on n'arrive pas à tout contrôler. Voilà. Donc évidemment, le personnage que j'ai trouvé le plus passionnant, c'est celui qui souffre, celui qui est en prise à ses propres contradictions, qui veut à la fois respecter la fidélité de son engagement amical, à la fois qui veut à la fois aimer et tuer son ami, et qui souffre d'une jalousie, mais plus que maladive, je veux dire problématique, qui le conduit à des extrémités, mettre à mort les 2 êtres, parmi lesquels se trouve cet ami le plus cher. Voilà. Et j'ai trouvé que c'est vraiment autour de cette figure-là que je pense qu'on peut vraiment travailler en profondeur pour rendre à l'œuvre toute sa résonance et toute sa richesse. Le personnage de Leïla est très très intéressant aussi, en ceci qu'il, pour faire vite, j'ai le sentiment qu'il est le résumé de la manière dont le 19e traite les femmes. Vraiment, c'est à la fois une icône intouchable, absolument intouchable, vénérée, adulée, célébrée, fêtée, embellie, à un point tel qu'elle en devient un objet appartenant à la communauté, et dès lors que cet objet appartenant à la communauté se détourne de sa fonction communautaire et met les pieds sur la terre et décide d'être une femme, c'est-à-dire de faire le choix d'un homme, d'obéir d'écouter sa passion pour un homme, elle quitte son rang de déesse et devient une femme maltraitée, presque menacée, réduite à rien par l'homme jaloux et l'homme possédant et l'homme ayant ce désir de puissance. Donc elle fait un très très beau parcours comme ça, descendant comme ça, de son statut d'icône, de déesse, à son statut de femme. Comme femme, elle se révèle extrêmement forte, extrêmement décidée. C'est pas du tout la petite chose fragile et transparente et tremblante, alors que évidemment comme déesse, elle est
d'une certaine manière, plus une sorte de membrane qui vibre un peu comme une piti, c'est-à-dire qui se met en relation avec les dieux, qui prie les dieux, qui est un intermédiaire comme ça entre les esprits divins ou les esprits du mal, parce qu'on les invoque beaucoup dans la pièce, et la communauté dite terrestre. Voilà. Le personnage de Nadir, je le trouve très beau. Il est de manière très essentielle caractérisé par un de ses traits dominants est le recours au voyage sans cesse. C'est un personnage qui est un voyageur, qui a fui la situation conflictuelle initiale. Pour faire court, Zurga et Nadir sont comme ça et tombent tous les deux amoureux d'une même femme. Ça, c'est avant l'œuvre, c'est 10 ans avant, on va dire. Et ils font ce serment qu'au lieu de détruire leur amitié, ils vont renoncer à la mort de cette femme. Et on va se rendre compte qu'il est impossible de renoncer à cet amour et que chacun va finalement intérioriser cette présence obsédante à sa manière. Et Nadir, lui, fuit, il part. Il part dans la savane, il s'en va, il devient un personnage solitaire, errant, et il revient au bout de quelques années. Voilà. Et je trouve que on dit à tort que Nadir n'a pas de profil, pas de consistance. Non, c'est justement son personnage que d'être dans la fuite dans un premier temps, et ensuite, quand il arrive, qu'il revient, il ne résiste pas à cet appel et à la présence de cette femme. Donc, ce n'est pas de l'inconsistance, c'est simplement un trait profond de son profil. Il y a un quatrième personnage aussi qui intervient, mais de manière beaucoup plus succincte, qui s'appelle Nourabad, qui est un grand prêtre, qui est une espèce d'émanation presque de surmoi de Zurga, et qui, dans toute sa rigueur, conduit Leila, jeune prêtresse, dans son chemin de déesse, mais avec une rigueur, quelque chose d'absolument implacable, et il est un des ressorts justement de la menace qui pèse sur la déesse quand elle décide de devenir femme. Alors, il y a peut-être un autre personnage qui est, on est à l'opéra, qui est la voix. Quand Leila dévoile son amour pour Nadir, la chose qu'elle dit, c'est comment résister, en gros, comment résister à cette voix, cette douce voix, etc. C'est par la voix que les personnages s'incarnent. Oui, absolument. Ça, c'est une des caractéristiques essentielles de cette œuvre, c'est dans l'écoute et dans la réception de la voix que les choses se font. À telle enseigne finalement, on se rend compte que l'usage même du corps, comme ça, dans le spectacle, la confrontation physique, elle est assez réduite. Moi, qui suis un metteur en scène qui ai beaucoup travaillé vraiment avec les muscles, justement, de chanteurs d'être très investis, sans les mettre en danger, mais on les fait travailler, ils sont toujours très fatigués, ils perdent toujours des kilos à la fin d'une production quand on travaille. Cette fois, on s'est rendu compte qu'il faut qu'on travaillait sur un rapport physique qui s'incarne plus par là et dans l'écoute, près des oreilles, on va dire. Tout le charme et toute la communication et l'enchantement, qui est un des mots essentiels quand on parle de cette œuvre, on a affaire à des gens enchantés. Quand je dis enchantés, c'est-à-dire qu'ils sont sous le charme de l'autre, et ça se passe effectivement toujours dans l'un chante et l'autre chante en réponse à ça. La forme après essentielle est le duo, mais on a une sorte de duo permanent d'aria qui répond. On sait, ce qui est toujours très beau, c'est que les personnages se savent entendus. Leila sait que l'autre est là. Ces deux êtres se sont aimés sans jamais se voir. Ça, c'est la situation de base du livret. Ils se sont juste entendus. Et elle dit dans son air qu'elle passait des nuits entières à l'écouter. Et lui dit la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont passé leur temps à s'entendre, et à se répondre comme un écho lointain. Et ils ne se sont ni touchés, ni vus, ils sont entrés en communication que par le chant qui rejoint les âmes, qui font que les âmes comme ça s'embrassent de manière indéfectible. Parce qu'effectivement, après 10 ans d'errance pour tout le monde, on se retrouve comme au premier jour sous l'enchantement de la voix. Nadir a d'abord un premier élan qui est de dire c'est pas possible, ça peut pas être elle, c'est pas possible. Et puis, vérifiant en lui le charme, l'enchantement, elle se dit ça ne peut être qu'elle.
Et après, l'histoire nous confirme que c'est bien elle. Mais effectivement, c'est à cet endroit-là que ça s'incarne dans l'œuvre. Ça fait partie de la passion de Bizet pour le théâtre. L'endroit où l'on s'exprime d'abord avec sa voix pour l'opéra. Parce que la voix, c'est beaucoup de choses, mais c'est tout ce qu'on est. Ce sont toutes ces choses-là qui sont dans ce spectacle. La voix, c'est quelque chose d'essentiel, c'est l'être dans toute sa profondeur et dans toute sa beauté, avec tous ses défauts également. Et ça révèle beaucoup plus que celui qui émet le son ne soupçonne. Très souvent, on entend des choses que le chanteur lui-même ne sait pas qu'il dit de lui-même. Et là j'ai le sentiment qu'on a aussi affaire à des personnages qui disent plus que ce que le livret, ce à quoi le livret les réduit. Alors ça permet également d'éviter de faire trop bouger les personnages, ce que vous dites, puisque l'essentiel est dans ce qu'on dit. Ils ne sont pas obligés de faire des poiriers sur la table pendant le spectacle. Voilà, ils chantent, ils sont face. C'est beaucoup plus le décor qui bouge derrière eux, qui bouge autour. Oui, c'est construit un peu comme une constellation qui s'articule autour de ces trois personnages polaires. Effectivement, vous le dites, je ne leur demande pas de faire le poirier et de chanter la tête en bas, mais je veux dire, plus que le mouvement, ce qui m'importe, c'est la tension que créent les situations. Le mouvement, l'agitation n'a pas grand intérêt. Ce qu'il est important de développer, ce avec quoi on travaille et qui est notre obsession à tous quand on travaille sur la scène, c'est de créer des situations de tension qui se développent et qui soient toujours haletantes. Bon, ça ne nécessite pas forcément une très forte agitation, et d'autant plus qu'effectivement, bon nombre de ces numéros musicaux sont des moments de suspension. L'air à la rencontre entre Leïla et Nadir, la romance de Nadir, sont autant d'instants suspendus. Donc, bon, j'essaye de les mettre dans un contexte, aussi un contexte acoustique, qui leur laisse la possibilité de s'exprimer. C'est de la musique française extrêmement raffinée, extrêmement... Je veux dire, c'est un style particulier, c'est très difficile, et il faut être très proche. Quand je veux dire, il faut créer une très grande intimité avec ces chanteurs-là. Il ne faut pas les mettre dans la nécessité de devoir projeter, de hurler. Ça se chante parfois du bout des lèvres, et pourtant, ça doit avoir une ampleur. Donc c'est aussi une des raisons, même si elle est... c'est une affaire de cuisine, c'est une affaire technique, mais j'essaye toujours d'offrir une proposition scénographique qui mette les chanteurs dans une justesse acoustique afin qu'ils ne soient pas ou obligés de se mettre tout devant, ce qui n'est pas forcément la place la plus intelligente pour se faire entendre. Mais bon, là, en tout cas, on a essayé de construire un décor et pour le coup, ça fonctionne très très bien, ça. On peut murmurer dedans et se faire entendre parfaitement. C'est pas qu'une question de confort, c'est une question question de style. On ne peut pas hurler cette musique. On peut pas. Là, il faut que nous mettions en situation de manière telle que nous, spectateurs, venions sur les lèvres des chanteurs. Voilà. Bon, passer ce petit détail technique-là, effectivement. Qui n'en est pas un. Effectivement, l'idée, c'est de donner au chant toute sa chance d'être le vecteur du drame. Donc toute sa consistance, toute sa patte, toute sa richesse. Et le challenge, c'est de faire quand même du spectacle. Et bien sûr. Et le spectacle, alors ça, c'est toute une construction sur les couleurs, sur comment est-ce que vous avez travaillé, à partir de quoi? Vous avez travaillé, j'imagine, avec Christian Lacroix aussi, sur les couleurs des costumes, pour mêler tout ça, pour faire que ça explose derrière, quand même. Oui, après, c'est un long processus de partage, comme ça, de partage de différents rêves qu'on a sur le spectacle entre le scénographe, le costumier et moi-même. Et puis après, s'ajoutent là-dedans les éléments dits de couleurs, c'est-à-dire qu'on rajoute par la vidéo, qu'on rajoute par la lumière, qu'on rajoute par différents éléments qu'on traite comme une espèce de palette, comme ça, et qu'on mélange, et que en tenant la bride un peu plus serrée sur certains domaines, en laissant d'autres domaines s'exprimer plus librement. Le recours à couleur est très important, je trouve, dans ce spectacle-là, parce que je disais tout à l'heure que je ne m'arrêtais pas à la dimension exotique de l'œuvre, mais il ne faut pas écarter non plus comme ça d'un revers de manche cette question qui est qu'il y a dans ce désir d'exotisme aussi un très fort désir esthétique. C'est-à-dire, on rêve à une chose belle.
Visiblement, comme Bizet le fait, il rêve à des choses qu'il ne connaît pas, mais qui sont des images rêvées et qui sont soutenues par comment dire, une volonté esthétique qu'on ressent dans la musique très très forte et qu'il faut accompagner aussi visuellement. J'ai le sentiment qu'on peut pas se satisfaire de laideur quand on a affaire à ce type de musique-là. Il faut l'accompagner dans son désir de beauté, donc aussi dans son impact visuel, en essayant toujours de faire en sorte que ça ne soit pas simplement beau et décoratif, mais que ça soit toujours lié à la situation dramatique et toujours nécessité par le développement de l'histoire, tout simplement. Mais il y a un fort désir de beauté dans l'écriture et dans le style des choses. C'est parfois dangereux parce que ça peut devenir indigeste, ça peut devenir étouffant. Et donc voilà, il faut trouver le bon équilibre. Un mot peut-être du travail d'une part avec le chef Patrick Davine, avec Christian Lacroix également. Là, ce sont deux exemples vraiment radicalement opposés. C'est la première fois que je collabore avec Patrick Davin et on a travaillé ensemble assez tardivement sur le projet, en procédant ensemble à un certain nombre de coupes. Effectivement, l'œuvre a été donnée en 1863, mais elle est surtout connue sous une version qui date de 20 ans, même plus tard, de 20 ans après, et c'est une version qui a été revisitée, recomposée, retravaillée. Donc bon, finalement, quand on fait Les Pêcheurs de Perles aujourd'hui, on est toujours en train de se dire, on fait quelle version? Nous, on a essayé en profitant des vertus et des qualités des deux versions, on a essayé de faire ce qui pourrait être pour nous la version qui fonctionne le mieux. Ensuite, dans ma collaboration avec Christian Lacroix, alors là, les choses se sont passées de manière un peu différente. D'abord, il se trouve que nous travaillons ensemble depuis maintenant plus de 10 ans. Et ça doit être le 15e spectacle, je ne les ai pas comptés, que nous faisons. Donc, on a affaire là à une collaboration qui très souvent se dispense de beaucoup de bavardage. Et on travaille très vite en ayant des intuitions communes. Et surtout, on essaye toujours de travailler dans la réalité de la fabrication. C'est-à-dire, je suis toujours présent à tous les essayages costumes. Je suis présent avec lui quand on choisit les tissus, quand on rencontre les ateliers pour la première fois. Donc on l'élabore. Il y a toujours un écart énorme très souvent entre les premières maquettes et le résultat final, parce qu'on l'adapte sur les chanteurs. C'est quelqu'un qui, dans son désir de théâtre, est d'une humilité absolue et qui est toujours au service du spectacle qu'il sert. Il veut raconter une histoire. Il cherche à comprendre l'histoire que je désire raconter. Qu'est-ce qu'il a dit quand vous lui avez parlé des Pêcheurs de Perles? Il était très heureux. Très, très heureux, parce que ça c'est une chose Christian a baigné dans la musique quand il était enfant. Quand il était enfant à Arles, ses parents écoutaient, ses grands-parents écoutaient beaucoup d'opéra, d'opérettes, et c'était sans doute un des titres dans lesquels il a baigné quand il était enfant. Donc, et en plus, il a ce goût de l'éclectisme, que ça soit... On s'est promené dans tous les répertoires ces derniers temps, de Bernstein à Bizet et de Cavalli à Strauss, et il a un vrai désir de théâtre permanent, quoi. Donc il agit en costumier de théâtre, voilà. Après, on sait que c'est un homme de la couleur, mais on peut tout à fait sortir des productions entières en noir et blanc. Ça nous est arrivé. Comme il le dit lui-même, le noir étant le condensé de toutes les couleurs, on peut s'amuser beaucoup avec ça. Voilà. Donc c'est une collaboration qui est lointaine déjà. Donc, je crois qu'on a commencé en 2001 à travailler ensemble. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Quelqu'un a une question à poser? Oui, madame, une question. Attendez, on va vous donner un micro, madame. Quand il y a les duos du début, où justement il reconnaît la voix, vous les mettez tous les deux sur la scène ou Alors, on voit pas? La scène offre la possibilité d'être sur différents plans.
Donc pas forcément sur le même sol, et pas forcément dans le même monde, vraiment. Donc, et ça, c'est une des choses qui est passionnante avec l'œuvre, et dans la manière dont j'essaie de la mettre en scène ici, c'est de faire s'interpénétrer comme ça différents mondes, différentes réalités, différentes choses, en mettant les gens et les différents personnages sur des plans différents, que ce soit devant, derrière, en haut, en bas. Vous verrez, quand vous verrez le spectacle, il y a plusieurs possibilités et plusieurs combinaisons possibles. Effectivement, avec ça, c'est une des choses qui est aussi très intéressante. Bizet s'amuse beaucoup, notamment avec le chœur, et pas simplement avec le chœur, de la géographie musicale. Tout simplement, il y a des choses, il dit ah ça doit être chanté très au lointain, en coulisses, tout au fond. Ah ça se rapproche. Ah ça c'est vraiment en scène. Donc il s'amuse beaucoup de l'effet. De l'effet recherché du lointain, du rapprochement, et ça donne d'une certaine manière à la musique une dimension presque de décor. C'est-à-dire que la musique devient elle-même, il y a même un chœur qui commence par dire « le ciel est bleu », c'est un décor ça, et c'est dit au lointain, c'est tout au fond. Donc il pose comme ça des ambiances et des décors musicaux, et il s'amuse à rendre la musique vivante aussi dans sa géographie. D'accord, voilà. Merci. Oui, monsieur. Moi, j'avais une question qui est peut-être anecdotique, ou peut-être pas, j'en sais rien, mais c'est le nom du personnage Nadir qui m'interpelle. Parce que c'est un point cardinal très important en astronomie, dans le ciel. Et vous avez parlé de constellations. Est-ce qu'il y a un rapport ou c'est au hasard? Ah, vous me l'apprenez. Je ne savais pas. Si, c'est très important dans le ciel. Je ne sais plus exactement lequel, je vérifierai sur Google. C'est intéressant, parce que je me suis posé la question de la provenance des noms. Effectivement, Leïla, qui est un nom plutôt arabisant et qui n'a rien à voir ni avec l'Inde ni avec le Mexique. Nadir, je ne sais plus si c'est le sud extrême, mais c'est un point cardinal en astronomie. Ah bah, c'est formidable. Et comme vous parliez de constellation, j'ai tout d'un coup... Eh ben voilà, on se rejoint là. Merci. Autre intervention. Alors, quelques minutes encore, on va essayer peut-être de dire ce qui vous a particulièrement intéressé dans le texte. Peut-être en commençant par la fin. On va dire c'est une histoire d'amour, comme l'immense majorité des opéras. Et ça se finit avec Zurga qui est seul sur scène et qui chante « Adieu, rêve d'amour », etc. Bon. On le dit, les histoires d'amour finissent mal en général. Est-ce que vous diriez que celle-là finit si mal? Non, elle ne finit pas mal. D'abord parce que l'amour domine et remporte la partie. Nadir et Leïla s'en vont libres. Et même pour Zurga, il s'affranchit peut-être de la douleur de l'amour. C'est ça qu'il veut dire par adieu, doux rêve d'amour. Il va peut-être falloir envisager l'être aimé dans un autre contexte, pas simplement celui du doux rêve de la possession. Mais peut-être qu'il va falloir inventer le chemin qui mène vers l'amour d'une autre manière. Moi, je l'entends comme ça, plus que comme une chose noire ou un échec. C'est l'échec patent du désir de possession. Mais pas du désir d'amour. Il ne renonce pas à l'amour. Je pense pas. Je pense pas. Doux rêve à Dieu, doux rêve d'amour, pour moi, c'est renoncer à une chose, à cette image nostalgique, un peu enfantine, dans laquelle c'est grandir, c'est simplement apprendre à aimer, c'est peut-être dire adieu du rêve d'amour pour comprendre que pour aller vers la construction d'un amour, dans la liberté, et pas simplement dans la possession, parce que là c'est un amour. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de psychanalyse pour comprendre qu'il est voué à l'échec et qu'il est étant lié à ce désir de contrôle absolu, il n'y a pas de vie possible. Est-ce que le fait que la pièce parle d'amour, de jalousie, de désir de puissance, de sacrifice, enfin des choses qu'on connaît tous, qu'on est traversé constamment par ce type de questions, de questionnements, et on voit ça partout autour de nous, est-ce que ça rend la pièce
plus facilement, entre guillemets, contemporaine, plutôt que le cliché qu'on a de la plage avec... Ah ben, je le pense, oui. Je parlais tout à l'heure de situations archétypales, ou presque archaïques même, et qui traversent, qui sont de tout temps, et qui peuvent, je pense, c'est là vraiment qu'est la force de l'œuvre, et c'est en ce sens qu'il y a du sens à la monter aujourd'hui et à l'offrir au public, parce qu'on trouve un impact là-dedans très fort, pour peu qu'on aille fouiller de ce côté-là. Oui. Oui, je pense, absolument. C'est des choses que vous avez découvertes au fil du temps, en creusant vraiment? Oui, et encore en répétition. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec le trio ici, notamment avec Annick Massis qui chante Leïla et Étienne Dupuis, parce que je pense à leur duo. J'ai revérifié et même j'ai été surpris encore de la possibilité d'aller encore plus vers le drame, encore plus dans la richesse humaine, la patte des personnages est très très riche. Beaucoup plus que... si on prend le temps d'écouter les informations que la musique nous donne, ça dépasse très largement le strict archétype d'une déesse et d'un tyran avec un turban. À propos de tyran, vous êtes metteur en scène. Comment est-ce que vous parlez aux chanteurs? En français, monsieur. Non, je le dis en rigolant parce que je me suis rendu compte que depuis très longtemps, je n'avais pas fait une production en français. Donc ça m'a fait tout bizarre au début. Non, j'essaye justement de ne pas user de tyrannie. Je trouve que la tyrannie ne résout rien. C'est un échec. Et que ce qui me plaît, c'est quand le résultat dépasse même mes premiers rêves, la manière dont j'ai pu décrire, formaliser le projet. Et je pense qu'on ne peut arriver à cela que si on convainc et si on invite les gens à aller chercher avec nous quelque part. Alors bien sûr, il faut les guider de manière extrêmement précise. Je serais tyrannique dans ce sens où certains gestes doivent être effectué de cette manière-là et pas d'une autre, et qu'on va les chercher ensemble et que je m'y tiendrai, je serai exigeant extrêmement, mais je m'efforcerai, tant que j'ai la chance de faire ce métier, de ne jamais hurler. C'est une réponse. Alors, ça veut dire collaboration, ça veut dire conviction, c'est partager une passion. Oui, partager une passion et partager une lecture. Je sais que parfois on arrive, et ça arrive très, très, très souvent, moi ça m'arrive tout le temps, les chanteurs n'ont aucune idée quand ils acceptent quand ils répondent à l'invitation d'un théâtre, ils le font souvent 2 ans, 3 ans à l'avance, sans même savoir qui mettra en scène, sans même savoir du tout la tête que va prendre le spectacle. Et très souvent, j'ai affaire à des gens qui ont chanté déjà les rôles dans d'autres maisons, ou qui ont une idée du personnage ou de la pièce qui peut être, je ne sais pas, qui est conforme à une tradition et que moi je m'en éloigne, j'en sais rien. Bon. Très très souvent, on arrive comme ça d'univers, d'horizons très 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 parfois opposés. Mais ils sont toujours extrêmement heureux d'abord de pouvoir revisiter un personnage, revisiter une œuvre sous une nouvelle lumière, pour peu qu'ils soient convaincus de la pertinence de la lecture. Mais on a toujours affaire à des gens qui si on leur donne quelque chose de nouveau et qui va générer en eux une nouvelle manière de faire leur art, ou de penser un personnage, ou un nouvel éclairage, ou une nouvelle dimension psychologique, ils sont toujours preneurs, ils adorent ça. Il faut simplement baliser la route de manière telle qu'elle puisse être empruntée. Mais c'est un travail pour moi basique, ça. Il faut travailler dans la conviction, plus que sous le bâton, quoi. Le plus difficile, c'est quoi? C'est vous convaincre vous-même? Parce que, par exemple, on va dire simplement, il n'y a pas beaucoup de pagne dans votre mise en scène, de pagne de pêcheurs, assez lent. Est-ce que le plus difficile, ça a été de vous convaincre, vous, que c'est ça la bonne voie? Ensuite, éventuellement, de convaincre le directeur du théâtre, en lui disant vous voulez le pêcheur de perles, mais il n'y aura pas de pagne. De vous dire, est-ce que le public va être convaincu? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Non, le plus difficile, c'est de maintenir, quand on a pris une option, qu'on est sûr intellectuellement, intuitivement, parce que j'essaye surtout de faire confiance à mon intuition sur ces choix-là,
qui forge une conviction, hein, mais c'est de rendre cette conception absolument accessible, de la rendre partageable, de la rendre lisible, claire, afin que chacun puisse y trouver son compte. Donc pour moi, c'est ça mon obsession, plus que mon angoisse. Vous parliez d'angoisse, je ne la vis pas comme une angoisse, mais plutôt comme une obsession, de rendre toujours extrêmement lisibles les propositions, surtout quand elles, parfois, s'éloignent un petit peu de la didascalie du spectacle. Après, les directeurs de théâtre sont des gens extrêmement avertis et pas naïfs. Donc je crois que Marc, qui est ici présent, quand il a, dans mon souvenir, je me souviens de cette séance où je lui ai présenté le projet pour la première fois, est allé tout de suite à épouser, je pense, la conception qui était celle qu'on lui proposait. Mais je ne pense pas qu'il attendait beaucoup de pagne quand il m'a confié l'œuvre. Et le public, la question du public se pose pour vous? Bien Alors, sûr. être clair, bien sûr, mais elle se pose de manière permanente quand je parle justement de cette clarté-là. C'est-à-dire que je voudrais absolument... Il y a autant de public qu'il y a de membres du public. Et il faut... je ne cherche pas forcément à plaire à tout le monde, mais j'essaye en tout cas de donner à tous la possibilité d'avoir un accès à l'œuvre, de la lire selon la manière dont je la présente, mais également de la mettre en lecture de manière telle que chacun puisse se faire aussi un voyage personnel là-dedans. Surtout dans une œuvre comme celle-ci, qui est très onirique. On rêve beaucoup, finalement. Bizet rêve beaucoup. Et elle s'inscrit comme ça dans cette dimension un peu irréelle. Bon, je serais très heureux à l'idée que chacun puisse trouver son chemin là-dedans. Ce n'est pas forcément le mien. Mais donc, essayer de garder les choses assez ouvertes pour que tout le monde puisse y rentrer, aller chercher ce qu'il a envie d'y voir, aller se laisser émouvoir à l'endroit où il a envie d'être ému. Ça peut être très très différent d'un soir sur l'autre et d'une personne à l'autre, mais en même temps, tout en laissant cela ouvert, offrir une direction absolument claire et intelligible dans la lecture que j'en fais. Je voudrais absolument pas... Je déteste le goût de l'énigme juste pour l'énigme. Ça n'a pas de sens. La première, c'est demain soir. Oui. Ça fait peur? Vous vous réjouissez? Au contraire, on a l'impression que vous êtes serein. J'ai vraiment bossé, j'ai fait mon boulot. Non, j'ai pas d'angoisse particulière. Je n'ai que des souhaits. J'ai simplement le souhait que cette vision de l'œuvre sera la source d'autant de joie que j'ai eu, moi, à l'imaginer, à la fréquenter, à l'étudier et tout particulièrement à la mettre en scène avec ces trois chanteurs ça a été un régal de le faire. Donc bon, j'espère que tout le monde pourra en profiter. C'est demain soir, la dernière question, peut-être? Allez-y, oui, on va vous donner un micro. Donc encore une fois au sujet du travail du metteur en scène, je pensais à la lumière parce que disons l'Opéra du Rhin en fait a une collaboration assez longue avec le metteur en scène canadien Robert Carsen qui est connu pour être un très bon utilisateur de la lumière. Donc j'ai envie de dire la barre est haute. Donc je voulais savoir comment est-ce que vous considérez la lumière, comment vous l'avez traitée dans cet opéra. Alors Robert fait beaucoup ses lumières lui-même d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il travaille, il considère la lumière comme étant une chose qui aide à la lecture du spectacle. Et j'admire énormément ce travail-là. Ici, le travail que j'ai amorcé avec l'éclairagiste est un peu différent, en ce sens où disons, ça vaut pour tous mes collaborateurs. Je me dis qu'à 4, on est plus fort que moi tout seul. Et que l'univers personnel de chaque créateur, de chacun des collaborateurs qui me secondent, qui m'entourent, la réunion de ces univers-là peut créer une chose qui va peut-être même au-delà de ce que moi seul j'aurais pu imaginer ou mettre en œuvre. Pour cette œuvre-là, comme pour beaucoup d'autres, effectivement, le travail de la lumière est fondamental. Il n'a pas été d'ailleurs sans beaucoup d'interrogations pendant ce montage-là, particulièrement.
Il y a encore des interrogations que je nourris encore aujourd'hui, des chantiers qu'on aurait pu développer d'une autre manière. Mais c'est une part essentielle parce que ça permet, ça affine la lecture de la mise en scène. C'est pas simplement décoratif. Une lumière, c'est pas simplement faire une belle pochette de disque. C'est pas simplement ça. Ça conduit l'action aussi. Et moi, j'aime travailler avec cet éclairagiste dans ce sens où il est comme moi à suivre la musique. C'est-à-dire que plus qu'à éclairer un livret, on éclaire une musique. Et c'est un peu bizarre de dire ça, éclairer de la musique, mais c'est pourtant vrai. C'est-à-dire que la lumière, c'est pas simplement des spots qui s'allument, c'est aussi des spots qui s'éteignent et c'est du mouvement. Voilà. Donc tout ça est aussi une approche très, très picturale qui se mélange ici à une proposition vidéo assez consistante et avec un mot qui pour moi a conduit tout le travail ici, qui est le mot de transparence. Essayer de travailler dans ce contexte-là. J'espère que ce sera à la hauteur de vos attentes. Effectivement, Robert met la barre très haut. Mais voilà, on le développe sur un tout autre style que le sien. Transparence et réflexion aussi. Vous verrez si vous allez voir le spectacle, les réflexions peut-être à tous les sens du terme, et peut-être étonnamment pour certains. Un dernier mot ? La première, c'est demain soir. Ensuite, vous le savez, je pense qu'il y a des représentations jusqu'au début du mois de juin à Strasbourg. Et puis ensuite à Mulhouse. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Puis merci beaucoup Vincent Boussard d'avoir répondu. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.